Bonjour à tous, bienvenue à ce 19e Café Export. Aujourd'hui, on va parler d'éclairage public avec ombrage. Donc, merci d'être avec nous et de suivre le Café Export. On est un tout petit peu moins de 100 inscrits aujourd'hui. Euh, je tiens à remercier bien évidemment EDC qui commandait ce Café Export, mais aussi Développement économique Canada et le Québec par le ministère de l'économie qui supporte les équipes qui sont en arrière. On va remercier aussi l'équipe technique qui suit tout ça, Anna, Céline, Jérémy et Benoît. Et aujourd'hui, on va parler avec Mehdi, de la compagnie, du PDG, CEO de la compagnie Ombrage. Euh, Ombrage, pour vous situer, font de l'éclairage public. Et grosso modo, si vous allez voir un petit peu leur site web, c'est assez simple, ils éclairent à peu près tout Montréal. Donc, on va pouvoir accueillir Mehdi avec nous et puis on va faire une discussion autour de leur développement à l'international. Ce qui est relativement intéressant, puis on en viendra par la suite, c'est que Ombrage a réussi à décrocher des contrats publics à l'international et c'est souvent des questions qu'on a chez les entreprises. Comment faire pour décrocher un contrat public, surtout quand il y a du protectionnisme, quand les contrats publics sont plutôt donnés à des compagnies locales. Donc, on va pouvoir discuter entre autres de ça. Mehdi, es-tu parmi nous? Oui, on va activer sa caméra et son micro et puis on va pouvoir commencer. Oui, bonjour. Bonjour Mehdi, bienvenue dans le Café Export. Ravi de t'accueillir. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Peut-être pour commencer très simplement, peut-être tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites à Ombrage. J'ai présenté ça très rapidement et où vous êtes un petit peu à travers le monde pour nous situer. OK. Ombrage a eu 21 ans cette année. Une petite entreprise qui a été démarrée à la base en Beauce, étonnamment, comme beaucoup de gens pensent qu'on vient tous de Montréal ou de Toronto. Non, ça a démarré en Beauce. On a migré après. L'entreprise est une entreprise un peu particulière. On n'est pas nombreux au Canada à faire ce qu'on fait. Je dirais peut-être une dizaine. Peut-être à peu près 150, 200 entreprises dans le monde. Donc, on fait des... J'essaie de le dire d'une manière très simple. On est des concepteurs lumière, mais je dirais on est des créateurs d'ambiance nocturne surtout. Donc, on fait de la mise en lumière d'édifices publics, de rues, de parcs, d'aménagements urbains, de ponts, d'infrastructures urbaines. Vraiment, c'est très varié. Et on travaille aussi beaucoup l'intérieur, donc l'intérieur des hôtels, quand vous allez dans des lobbies, dans des spas, dans des restaurants. Donc, tout l'aspect ambiance que nos clients recherchent, c'est ce qu'on crée. Alors, si on parle de landmark de Ombrage, on a travaillé sur le pont Jacques-Cartier. On a fait partie des 6 de l'équipe avec Moment Factory pour la lumière du pont Jacques-Cartier. On a fait le pont Champlain tout seul en conception initiale. Dans Montréal, oui, tu disais tout à l'heure, on en a fait pas mal. Ouais, je dirais que quand on se promène, on voit vraiment ce qu'on a fait au fur et à mesure des 20 dernières années. Et pour ce qui est de nos localisations, si on parle de l'international aussi, j'aime bien rajouter l'international qui est Toronto, qui est Calgary, qui est Vancouver, qui est les autres provinces, parce que tant qu'à moi, c'est aussi compliqué Tout à fait. de faire un développement inter-province comme ça. Et c'est ce qu'on a commencé par faire avec Vancouver, Toronto. On a une personne à Winnipeg, et donc Québec, Montréal. Et on a démarré en 2016 à Casablanca et depuis un an à Paris. Donc ça a été vraiment notre progression. Malgré le fait que je viens de Paris, que je ne viens pas de Casablanca, malgré le fait que j'ai un nom d'origine maghrébine, je suis né à Paris et j'ai aucune attache avec le Maroc à part le fait qu'on y travaille. Donc ça, c'est une précision que je voulais faire. Et Paris depuis un an. Donc voilà, ça c'était Ok, super. Oui, tu mentionnais quelques références au niveau Montréal. Il y a eu la basilique Notre-Dame, la plage Jacques-Cartier, Casino de Montréal, le musée des Beaux-Arts. Enfin, si vous allez sur le site web et des projets, comme je l'ai fait là, j'ai parcouru un petit peu, on s'aperçoit que vous avez fait quasi tous les monuments Ouais, pas mal. Ouais. de Montréal. Et du coup, vous avez commencé l'international quand? Tu disais que la compagnie a 21 ans. À partir de quel moment vous avez commencé à vous internationaliser, sortir du Québec, disons? En fait, moi, quand j'ai créé la compagnie, je faisais déjà de l'international. Donc, je suis un ancien d'un grand groupe européen. J'ai travaillé pendant 10 ans avant de faire cette entreprise. Et puis, je faisais déjà énormément d'international dans le cadre de mon travail au day-to-day. Quand je suis arrivé au Québec, pour moi, déjà, ça a été déjà de s'implanter dans un milieu où le métier n'existait pas. On est arrivé il y a 20 ans, notre métier, il y avait une personne à Ottawa qui le faisait.
Et c'était vraiment des micro-métiers, là, donc c'était pratiquement inconnu. Donc, il y a eu tout un process pour nous de démarrer cette entreprise. Et ça a été aussi pour moi un challenge d'éducation pour faire connaître ce qu'on faisait. Parce que quand j'ai commencé, la plupart nous disaient, bon, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de ça ici, ça servira à pas grand-chose. Et puis finalement, au résultat, à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même les leaders canadiens dans ce domaine. Et donc, en créant une niche, on a réussi à avoir une notoriété au Canada. Puis c'est là qu'on s'est dit, OK, je pense qu'avant toute exportation, il faut déjà maîtriser son marché, il faut contrôler aussi ses finances. Nous, on est une société, on n'a aucune finance externe, on est financé uniquement avec nos ressources internes. Donc, on n'a pas emprunté, on n'a rien fait, on est vraiment organique. C'était la procédure que je voulais utiliser pour pouvoir avoir le contrôle de mes affaires, puis aussi le contrôle de mon entreprise là, pour toute la gestion. Et c'est comme ça qu'après, on a commencé à analyser. Une fois qu'on était bien établi, on s'est fait les mains, je dirais, à Vancouver, à Toronto, sans embûche. Ça a très bien été, malgré le fait que c'est toujours des up and down dans ces marchés-là. Comme je vous dis, une entreprise francophone qui s'exporte au Canada, ce n'est pas du tout la même dynamique. Donc, et puis, on a décidé de regarder l'international. Et là, bon, on a un associé marocain dans notre entreprise. Et lui, comme tout bon immigré qui arrive dans un pays, veut travailler dans son pays. Puis on a dit, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire en étant toujours prudent. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une place là pour nous, qu'il y avait un marché qui était à 100% français, en fait. Hein. Le Maroc importait des concepteurs lumière généralement français. Et là, on s'est dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On connaît la technique, on connaît le truc. Et puis, surtout, on avait un portfolio et un bagage qui était très, très, très impressionnant aussi sur le marché. Donc, ça a été le déclencheur. Et peut-être, qu'est-ce qui vous différencie de votre concurrence? Tu mentionnais qu'il y en a une dizaine de compagnies au Canada, à peu près 150 dans le monde. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à décrocher des contrats en fait, à l'international, et qu'est-ce qui vous différencie un petit peu des autres compétiteurs? Je dirais notre modèle est complètement différent. Si je prends vraiment le modèle d'affaires d'Ombrage est unique. Je ne connais pas d'autres entreprises qui ont notre modèle d'affaires. On a mélangé plusieurs métiers ensemble. Le concepteur lumière, je dirais en Europe, il est concepteur lumière. Ici aussi, c'est vraiment une partie de la communauté d'éclairage qui est très concentrée dans son métier. Moi, j'ai apporté l'ingénierie dans notre métier, j'ai apporté le design industriel, j'ai apporté l'urbanisme. J'ai des gens en architecture chez nous, j'ai des gens qui font des études économiques chez nous. Donc, on a vraiment un profil qui est très différent. Donc, c'est ce qui nous permet aussi d'être très large dans l'éventail. On peut faire aussi bien l'industriel. C'est sûr que tout ce qu'on voit, c'est ce qui est beau chez Ombrage, c'est nos landmarks, mais on a déjà fait énormément d'usines, on fait des laboratoires, des magasins, des choses je dirais, ou des bureaux qui sont quand même assez apparemment anodins, mais qui sont techniquement très, très prenants. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait la différence de chez nous. Ok. Et donc, du coup, vous abordez à la fois l'éclairage, entre guillemets, classique, mais aussi toute la partie de design, de mettre en contexte une ambiance lumineuse. Oui, exactement. En fait, nous, on ne vend pas de produits. Hein, donc, ça, c'est déjà pour préciser aux gens. Souvent, les gens pensent qu'on vend des luminaires. On ne vend pas du tout de produits. On vend du service, on vend de l'ingénierie, on vend de la technique et du design. Donc, c'est carrément c'est une vente de savoir qu'on fait. Donc, on vend des… Je n'ai pas de dire ça, mais on vend des heures, on vend des gens, on vend des profils. Si on parle d'un projet comme Masterplan qu'on a gagné à Casablanca, c'est un très gros projet. C'est un projet d'une ville de 5 millions d'habitants. C'est plus gros que Montréal. C'est une planification pour 25-30 ans. C'est d'analyser tout l'éclairage public de la ville, tous les parcs, tout ce qui est tout l'aspect routier, tous les bâtiments patrimoniaux, les promenades. Donc ça, c'est une vision que la ville de Casablanca demandait pour pouvoir avoir une uniformité. Donc, et c'est ce qu'on avait créé à Montréal avec Gilles Arpin, mes partenaires dans l'entreprise, qui avait créé en 98 le master plan de la ville de Montréal, qui est à l'heure d'aujourd'hui encore suivi, et du Vieux-Montréal, donc qui est encore suivi. Et c'est ce qui fait qu'il y ait une uniformité dans le Vieux-Montréal, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, Montréal est une ville en Amérique du Nord où le lighting design est un des plus beaux. Là. On n'a pas d'autre ville en Amérique que Montréal où le soir… On va revenir sur Casablanca juste après, parce que je trouve le concept intéressant, et puis vous avez réussi à décrocher un très très gros contrat
à l'international. Mais juste avant, je voudrais parler un petit peu de votre développement sur l'intérieur du Canada, les autres provinces. Une marque comme Ombrage, déjà, c'est très francophone en fait, donc la composante anglophone, elle n'est pas évidente. Vous n'avez pas fait de rebranding comme on entend beaucoup parler aujourd'hui. Dès l'instant, une entreprise veut s'exporter un peu dans le Canada anglophone, ils pensent à leur nom, ils pensent à plein de choses. Vous ne l'avez pas fait, vous appelez toujours Ombrage. Mais Comment c'est évolué, hein. C'est évolué à la création, ça a évolué à la création de l'entreprise. Ombrage, c'est un fruit de plusieurs personnes. On est tous différents dans l'entreprise. On vient de à peu près 7 ou 8 pays différents dans l'entreprise, dont la France. Donc, c'était pour moi, je dirais, une marque française, une marque canadienne, franco-canadienne. Je voulais garder l'aspect francophone de l'entreprise parce que, étonnamment, ça fonctionne très bien, même je dirais, dans les marchés anglophones. On est en train de travailler sur Miami. Avant le Covid, on était en train d'ouvrir notre agence à Miami. Et puis Ombrage commence à faire le tour. On commence à avoir des projets en Floride et tout le monde fait que, on utilise des mots français dans la langue anglaise comme nous, on utilise des mots anglais dans la langue française. Donc, c'est ça. Et ça a été difficile, est-ce que ça a été peut-être plus difficile, comme on l'entend souvent dans beaucoup d'entreprises, de développer le Canada que développer l'international ou pas, de votre côté? Moi, je pense que oui. Okay. Définitivement. Oui, je pense que le marché interne au Canada est très cloisonné. Ça, c'est définitif. Il y a certaines entreprises. Nous, on n'est pas des besoins essentiels. On n'est pas dans la télécom, on n'est pas dans les TI. Donc, on est vraiment dans du B2B avec des clients qui doivent connaître ce qu'ils achètent. On est dans le haut de gamme aussi. Il faut le dire. C'est pas les projets qu'on travaille, c'est des projets qui nécessitent de l'argent. Donc, c'est un marché qui est très sélectif. Donc, on fait affaire avec des gens qui sont locaux. Un exemple à Vancouver, la plupart de mes clients sont des clients de Hong Kong, qui sont des développeurs immobiliers à Vancouver. Donc, eux ont cet aspect international. Ça ne leur dérange pas de travailler avec des gens de LA, de Paris, du Japon. On travaille avec un architecte, Kengo Kuma, sur un projet à Vancouver. Donc, l'aspect, je dirais, local à Vancouver n'est pas très important. Par contre, quand vous travaillez avec des gens qui sont, je dirais, des natifs de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario, là, c'est une autre histoire. C'est sûr qu'ils vont favoriser le local. Et dans le local, parfois, il y a des entreprises concurrentes qui font un travail quand même assez bien. Puis c'est pas une histoire de coût. Je pense que c'est vraiment une histoire de chauvinisme des fois. Puis la relation, bien sûr, que le Québec a avec le reste du Canada. Donc, des fois, ça peut paraître un peu conflictuel. Mais bon, je vais vous dire, comme je vous disais, étant donné qu'on est multiethnique et que nos noms ne sont pas forcément, je dirais, francophones dans toute l'entreprise, ça passe très bien. Ça passe très bien et il faut préciser aussi que j'ai des employés qui sont ontariens, puis d'autres provinces là aussi. Donc tu as fait du sourcing d'employés aussi un petit peu pour te localiser, entre guillemets. Exactement. Ouais, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que tu vas faire travailler les gens locaux, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez fait des partenariats locaux avec des petites entreprises ou peut-être des cabinets de conseil plus locaux pour vous donner à la fois pour vous donner une carte locale et puis aussi pour faire travailler localement? Et est-ce que ça vous a aidé dans votre développement au Canada? Oui, énormément. Moi, je travaille avec des partenaires. En fait, on a fait plusieurs acquisitions au fur et à mesure des années. Donc, on a acquis des bureaux de lighting design qui étaient souvent nos compétiteurs. Ça a toujours été la force d'Ombrage, c'est de s'associer avec nos compétiteurs et puis de créer, je dirais, une entité plus forte. C'est ce qu'on a fait à Vancouver, c'est ce qu'on a fait à Toronto. Toronto, on a signé avec notre plus gros compétiteur de l'Ontario juste le 1er mars avant la crise du Covid. On a juste eu le temps de signer depuis finalement, on les a pas revus depuis 9 mois en perso. Donc, ça va très bien. Donc, c'est ça. C'est vraiment. Est-ce que c'est un accord de partenariat ou une acquisition C'est une acquisition. Une acquisition. Ouais, c'est une acquisition. Vous faites de la croissance externe, entre guillemets, vous allez acquérir vos compétences. Ouais, on fait les deux. Soit on engage des gens, mais moi, j'aime bien impliquer nos directeurs et puis nos DG dans l'entreprise. Donc, souvent, c'est des acquisitions ou c'est des acquisitions avec achat d'actions et puis partenariat comme ça. Donc, il n'y a pas de sous-traitance chez nous. Il n'y a aucun pigiste, aucune sous-traitance. Tout est fait à l'interne. Ça, c'est quelque chose que moi, je veux toujours garder. Parfait. Et si on revient maintenant sur Casablanca, donc c'est un gros appel d'offres public que vous avez remporté. Comment vous avez fait? Parce que clairement, à l'international, et puis c'est ce que nous, on dit en tant que conseiller à l'international, c'est
si vous devez vous développer à l'international, surtout commencez pas par les appels d'offres publics, à moins que ce soit votre cœur de business. Bon, dans ton cas, c'est un petit peu votre cœur de business, vous n'avez pas trop le choix de faire ça, donc effectivement, vous n'avez pas le choix. Mais il y a des entreprises, on leur conseille vraiment de ne pas commencer par ça, plutôt de développer des références privées avant d'aller sur les appels d'offres publics, parce que c'est à la fois long, difficile Ah ouais. et peu rémunérateur, entre guillemets. Ouais. Donc, comment vous avez fait, vous, en fait, si on prend le Ben, cas? ça a été pour Casablanca, je vais vous dire, on a démarré, on a créé notre bureau à Casablanca, notre bureau marocain Ombrage Maroc, avant de faire l'appel d'offres. Première chose. On savait que cet appel d'offres arrivait. On voulait avoir cette présence locale. On a créé des liens avec des gens là-bas, avec des partenaires. Avec 5 ou 6 heures de décalage horaire, il faut toujours avoir quelqu'un localement parce que sinon, c'est très compliqué pour faire de la gestion de chantier, de crise, de papier à amener ou des choses comme ça. Quand il y a un océan qui nous sépare, là, c'est pas évident de traiter tout ça à partir du Canada. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était impératif, c'était d'avoir des gens locaux qui pouvaient nous aider. On a démarré, je dirais, un peu à l'aveugle parce qu'un appel d'offres, il y a des pays comme le Maroc, malheureusement, où les appels d'offres, la première mouture va sortir, 2 semaines après, c'est une mouture, puis là, finalement, au bout d'un mois, on arrive avec un document complètement différent, des paramètres complètement différents. Il faut avoir les nerfs solides. Le premier appel d'offres, on a répondu, ça a pris, je pense, 1 mois et demi de travail à mon équipe, à facilement 3 personnes. Là, je vous passe toutes les détails administratifs. La France et le Maroc, on a choisi les pires pays pour s'exporter au niveau de l'administratif, ça c'est clair. Mais je vais vous dire, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est capable de répondre. Ils sont tellement exigeants sur la qualité des documents, sur la validation de ce qu'on raconte dans nos documents d'appel d'offres, que c'est tellement précis et c'est tellement, je dirais, micro-géré. C'est vraiment je dirais, une habitude qu'en Amérique du Nord, on n'a pas. Alors, une fois qu'on est capable de répondre à ça, on peut tout faire. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en trouvant ce moyen de cheminer dans les appels d'offres et en regardant vraiment qu'est-ce qui était important pour nous d'avoir, on s'est constitué une équipe. On s'est constitué une équipe locale aussi, d'un urbaniste. On a pris un PhD local, un urbaniste qui était de Casablanca. On a pris des ingénieurs locaux de Casablanca. On s'est trouvé vraiment des partenaires puis très solides. Moi, j'ai été chercher les meilleurs dans ce dossier-là et on a monté une équipe. L'appel d'offres est tombé à l'eau une fois qu'on a tout déposé. Première histoire, ça a été annulé pour quelques raisons. On repart l'histoire, 7 mois après, nous, on commençait à faire des contacts, on allait souvent au Maroc, on commençait à développer, on avait une agence là-bas, on avait déjà développé des partenaires, donc on a continué à faire notre petit bout de chemin, ramasser des petits projets à droite, à gauche, et puis des choses comme ça qui étaient, je dirais, non rentables, mais qui étaient en préparation de ce beau document. Puis moi, un des aspects d'exportation que je fais, c'est que j'essaye toujours de taper dans les appels d'offres les plus compliqués. Parce que, je dirais, c'est ce qui fait la renommée rapidement de notre entreprise quand on est à l'international. Si on essaye de ramasser, je dirais, toutes les petites appels d'offres qui traînent, on va perdre énormément de temps. C'est là qu'on voit que ce n'est pas rentable. C'est sûr qu'il faut avoir l'équipe pour le faire, il faut être solide techniquement pour pouvoir répondre à ça, parce que c'est très compliqué. Mais c'est ce qui a fait qu'on a rebondi sur le deuxième appel d'offres. Tu as pris pas mal de risques parce qu'en fait, tu montes un bureau, tu développes une équipe, c'est des coûts à supporter, tout ça, juste le temps d'aller décrocher ton projet qui va te rentabiliser ta filiale. Donc, Exactement. Oui, on est des entrepreneurs, il faut prendre oui. c'est clair. Si on commence à Non, analyser. une partie de notre discours, c'est justement de planifier son exportation, de bien le budgéter, d'anticiper tous ces coûts et puis de voir une rentabilité sur 3-5 ans en fonction des types d'entreprises. Mais clairement, ton profil illustre clairement en fait, notre propos, donc ça fait du bien des fois. En fait, à des fois, je le vis à contre-courant parce que tout le monde me disait « Ah non, non, va pas là-bas, va pas là-bas, va pas là-bas. » Mais pourquoi? Je veux dire, si on est bien préparé, il n'y a aucune raison de ne pas aller à l'international. C'est sûr que si on veut une rentabilité immédiate et puis instantanée, ça ne fonctionnera jamais. Il vaut mieux rester ici dans son petit marché parce que sinon, on va passer de mauvaises nuits. Là. Non, ça a été très compliqué. Donc, on est reparti sur le deuxième appel d'offres. Et là, vraiment, on a mis la gomme, puis on a gagné. Et puis on a gagné haut la main parce qu'il y avait toutes les plus grandes agences européennes, je dirais même espagnoles, françaises, qui étaient en compétition. Donc là, oui, c'est sûr que tout de suite en partant,
comme je dirais, on vient de mettre la table là, sur notre développement. Et suite à ça, tout a déboulé là, au Maroc après. Là. On a fait la centrale solaire Nour, qui est dans le désert, qui est l'une des plus grandes centrales solaires au monde, qui est l'équivalent de 4000 terrains de soccer. Donc, on a fait une illumination d'une tour de 200 mètres en plein milieu du désert, Ouarzazate. On a travaillé sur plein de projets dans le Maroc. Là, en ce moment, on travaille sur des stations-service Africa pour du branding visuel. Donc, c'est ça, ça a déboulé après ça avec la notoriété qu'on a eue. Quoi. Donc, Est-ce que gagner cet appel d'offres face à des concurrents européens, ça vous a aidé pour votre développement en Europe? bien sûr. Est-ce que vous y avez, est-ce Ah que oui. vous avez dit, OK, maintenant on a gagné face à des Européens, maintenant on peut aller en Europe, ça a été le déclencheur pour vous? Ouais. Le marché européen, je l'ai laissé tomber pendant 20 ans parce que je le connaissais, puis je trouvais que ce n'était pas un marché pour moi qui était rentable. Donc, OK. parce que juste dans la formule de nos compétiteurs, je la trouvais trop classique, trop conservatrice par rapport à ce que je faisais. Et puis, 20 ans après, quand je voyais un petit peu le marché décliner, je me suis dit, je pense que c'est le moment que nous, on arrive avec une autre version du métier, avec une autre approche. Puis des réussites, parce que ce qu'on fait, c'est pas juste vendre du rêve, c'est de la réalisation. On a au-dessus de 2000 projets de réaliser. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, une très grosse force qu'on a chez Ombrage, c'est d'avoir réalisé nos projets. Et souvent, c'est des croquis, c'est des idées, c'est du brainstorming, mais ça reste au point de vue du design, puis ça se concrétise jamais. Donc, ça a été le déclic d'aller en France. Donc, en France, la même chose. Hein. Donc, je suis arrivé, première chose, je me suis dit, je vais créer mon agence. Je ne vais pas commencer à arriver à travailler en France avec des appels d'offres en étant du Canada. C'est irréalisable, ça c'est clair. Dans le service comme nous, moi, je ne pense pas que ce soit possible. Parce qu'il y a des visites sur place qui sont souvent, des fois, appelées 4-5 jours après le lancement de l'appel d'offres. Ou peut-être sinon, vous allez faire des allers-retours entre Paris et Montréal. C'est ce que je fais régulièrement. Je suis là tous les mois habituellement, mais c'est important d'avoir cette présence locale pour la crédibilité aussi. Le client, il va vous embaucher, il ne veut pas que vous partiez. Si un matin, vous avez décidé de ne plus rentrer, voilà, il n'y a aucune... Puis souvent, avec des fonds publics, ils ont envie aussi de laisser l'argent dans le pays dans lequel ils investissent. Donc, si tu as des gages du fait que l'entreprise a investi dans le pays, forcément, ça les rassure au niveau des fonds publics. C'est plus facile à justifier. Il ne faut pas oublier que tous les appels d'offres publics sont aussi gérés par des politiciens de façon plus ou moins proche. Ouais, c'est clair. Il y a un moment, il va falloir justifier pourquoi on a donné l'argent à une compagnie X ou Y qui n'est pas implantée Ouais. sur le territoire. Donc, c'est ça. Non, on est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, une entreprise marocaine. On est une entreprise française aussi, qui est indépendante du groupe d'ici, mais qui sont par les mêmes propriétés. Mais puis en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un partenaire. On a fait une acquisition, je dirais fusion, avec une entreprise qui a 12 ans d'expérience, qui avait déjà un backlog, qui avait déjà une expérience, des gens très, très intéressants. C'est devenu des amis rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. C'est pas juste faire du business. Il faut vraiment qu'il y ait aussi, je dirais, le même état d'esprit, la même vision. Et ça, c'est pas évident. Hein. Ça, c'est vraiment pas évident à trouver. Donc, on avait fait une première expérience il y a 4 ans en France. On a travaillé 1 an et demi pour faire une acquisition d'entreprise. Et une belle boîte, une très belle boîte. Et puis, j'ai tiré la plug, je dirais, à la dernière minute parce que tout était pratiquement entendu et la compagnie qu'on devait acheter, nous, on voulait acheter une entreprise, pas un nom d'entreprise. Alors aujourd'hui, le nom, c'est Ombrage. On a une division de recherche et développement qui s'appelle Éclairage public. Mais tout fait partie du groupe Ombrage. Et nous, on continuera toujours d'avoir ce nom-là dans l'entreprise, même si on a des sous-marques, comme à Toronto, on a des sous-marques, et Light Brigade, qui a un bon nom dans le marché. Mais tout le monde sait et on ne cache pas que la maison mère, c'est Ombrage. Et l'entreprise qu'on devait acheter il y a 3 ans en France, après avoir travaillé, j'ai avoir mis tous les avocats, tout le monde dans le portrait, le CEO de l'entreprise nous dit, moi, une fois que j'ai vendu, c'est fini, je reste 6 mois, je m'en vais. Ben non. Moi, c'était le genre de choses que je voulais surtout pas. Donc là, j'ai dit, c'est terminé. Moi, je veux quelqu'un qui d'acheter. On est des humains, donc il faut avoir des gens sur place. C'était ça que je voulais, c'était pas avoir un nom. Un nom, c'est facile à avoir. C'est pas... ouais, c'est ça. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un aspect culturel, en fait, à la fois culture d'entreprise, peut-être c'est de ça qu'on peut parler d'abord. C'est comment tu mets beaucoup d'emphase sur le fait que tu veux garder le groupe Ombrage, tu veux garder la marque Ombrage, puis la philosophie Ombrage. Comment tu as réussi à la déployer à travers tes différentes filiales et à maintenir un petit peu cette philosophie? Ça, c'est comme je vous dis, c'est pas évident. Nos employés sont dans l'entreprise depuis très longtemps. J'en ai une qui a commencé avec moi il y a 21 ans, qui est toujours là.
Puis les autres, ça fait, je dirais, plus de 10 ans qu'ils sont dans l'entreprise. Donc ça, c'est toujours un point positif. Donc, on a une bonne équipe solide qui se tient. Et puis ça, c'est important pour aller à l'international parce que je vous dis, là, on parle d'horaires complètement décalés. Là. Quand vous travaillez avec le Maroc, c'est 5 heures, donc il faut se lever plus tôt. Moi, le matin, en ce moment, je travaille sur la France aussi. Ben, je commence mes journées à 5h30, 6h le matin, quoi, c'est clair. Hein, sinon, je perds une partie de ma journée. Donc, bon, l'avantage, c'est qu'ils travaillent plus tard le soir. Au Maroc, on peut faire des meetings à 7h le soir, il n'y a pas de problème. En France aussi. Mais ici, c'est plus le cas. Donc, cette culture d'entreprise, on la développe. On la développe. Puis moi, avec les partenaires, je pense aussi qu'on rassemble des gens comme nous. C'est quelque chose on dirait, qui est inné. Là. Les gens qu'on rencontre souvent sont des gens qui ont la même mentalité que nous. Je les sélectionne aussi. Je parle beaucoup avec les gens. Donc, je fais beaucoup d'entretiens avec eux, je regarde comment ils travaillent, je me renseigne énormément. J'ai un réseau de connaissances aussi qui est quand même assez grand maintenant. Donc, il y a un fit naturel qui se fait avec nous. Ok. Ouais, donc tu valides beaucoup plus l'humain en fait que la compétence en fait au final. Ouais, ouais, Et, exactement. et si on parle toujours de culture, comment tu t'es… Bon, tu étais en France, tu es français, donc du coup, de la culture française, tu la connais, et puis tu connais très bien la culture québécoise, canadienne, puisque tu y as vécu longtemps. Ouais. Le Maroc, est-ce que ça a été un choc pour toi ou comment tu as adapté cet aspect interculturel? Tu disais que tu avais des Marocains dans ton équipe, ce qui aidait, mais toi, personnellement, en tant que chef d'entreprise, Ben, moi, j'ai quand même des origines maghrébines du côté de mon père, donc je connaissais un peu la culture, malgré le fait que j'ai jamais vécu au Maghreb. Je suis né à Paris, je suis resté en France. J'ai pas vécu cette culture de proche, mais bah, c'est sûr que c'est particulier. Je dirais, il y a la culture, il y a l'accent aussi. L'accent québécois exporté au Maroc, ça prend, ça prend l'apprentissage. On l'a vécu encore la semaine dernière où les gens, des fois, malheureusement, ils n'osent pas nous dire qu'ils ne comprennent pas. Il y a certaines personnes chez nous qui ont un accent québécois un peu plus prononcé. Ben, ils n'osent pas nous dire qu'ils ne comprennent pas. Et là, faut vraiment rattraper le coup parce qu'à un moment donné, si on reste sur des embrouilles comme ça peut être dommageable. Là, surtout quand on est en process d'appel d'offres. On vient d'en déposer une pour les murailles de Fès en ce moment. Là. Et là, on parle à des fois à des gens qui ont l'habitude de parler avec des Québécois. Nos partenaires, ils ont l'habitude. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec. Et c'est le fun, en plus, ce genre de relation. Mais il y a des gens qui a des fois, qui ne comprennent pas du tout. Là. Puis même les terminologies de l'appel d'offres sont importantes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a fallu vraiment mettre en place. Pour ce qui est de la culture, bah, écoutez, regardez, chaque pays, chaque province a sa culture différente. Moi, le Maroc, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est, je vais donner un exemple, quand on est arrivé pour la présentation avec les ministres du master plan de Casablanca, c'était au conseil de ville, qui devait être à 3h30 un mardi après-midi. On nous a averti le vendredi que c'était un mardi. Tu n'as pas le choix au niveau de l'agenda, ça c'est le Maroc. Il y a une heure, une date, c'est fixé, il n'y a pas de choix, il n'y a aucun moyen de négocier ce genre de truc. Finalement, on nous avait dit, oh, ça se passe à la mairie et tout. Et nous, on débarque donc le mardi matin à l'aéroport de Casablanca. Et là, grosse panique sur nos cellulaires. Le meeting, on arrive, il est 9h. Le meeting est à 10h. Il a été déplacé. Et ça, c'est le Maroc. Et là, ça a été la course. Et jet lag, pas douché. On change dans l'aéroport. On arrive, le trafic. Donc finalement, on arrive comme, je dirais, des cheveux sur la soupe. Là, et on ouvre la porte et puis il y a une cinquantaine de personnes, le conseil, des ministres, et puis de toutes sortes, comme dans un hémicycle, pratiquement de salle de conseil de Casablanca, en jet lag. Donc, c'est ça. Ça, c'est le genre je dirais, de trucs qu'il faut s'habituer, ou des rendez-vous qui peuvent être déplacés 5 fois dans la semaine. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place au Maroc en disant aux gens à chaque fois, nous, on vient, on va être à l'heure, on s'attend à ce que vous soyez à l'heure. Parce que sinon, on ne passera pas. Là. Parce qu'une fois, 2 fois, ça va, mais ça a été quelque chose. Donc, il y a des aspects culturels comme ça qui sont. tu essaies de trouver un peu un équilibre entre ta culture et la leur. Tu fais un pas dans leur sens en leur disant c'est correct d'annuler quelques fois, mais tu ne me le fais pas 10 fois parce que moi aussi, il faut comprendre mon côté, quoi. Puis, mais en même temps, c'est ce que je pense qu'ils aiment d'Ombrage, c'est la rigueur. C'est s'ils nous ont choisi, puis on leur avait dit que nous, il y allait avoir un timing, il y allait avoir un agenda, donc ça allait être important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait mettre en place. Ça fait partie de vos différenciateurs, peut-être, d'être beaucoup plus rigoureux. Je comprends.
Peut-être avant de passer aux questions, j'ai vu juste une question. On me demandait un peu les chiffres d'Ombrage, combien vous êtes d'employés, peut-être le pourcentage de vos affaires hors du Québec versus Intéressant. euh, Je pense qu'on doit être à une vingtaine à peu près. ok. On est vraiment une petite boîte. Les chiffres de l'export, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais 35% à peu près. Ok. 20 en comptant juste au Québec Ah non, ou partout pas. dans le monde? Ok. Ouais, Oui, donc c'est vraiment des petits bureaux. ouais. C'est des petits bureaux satellites. Ouais. C'est vraiment la formule de notre métier, en fait. Hein. Il y a des gens qui ont décidé de tout mettre à une place. Moi, ça a été le contraire, de fractionner, puis Ok. d'avoir des bureaux locaux. Ouais. Non, c'est intéressant. Ouais. Et peut-être, si on veut parler un petit peu du contexte actuel, le Covid, est-ce que ça a beaucoup changé pour vous? Oh, ça a énormément changé. On a un marché qui a complètement, je dirais, été écrasé. Tout ce qui était hôtelier, tourisme, on Ouais. fait énormément d'hôtels. On fait à peu près 5-6 hôtels, si ce n'est pas plus par année. Donc, tout ce marché-là est à off depuis le mois de mars. On en travaille sur quelques-uns encore. Là. À Montréal, on vient de terminer le W. À Montréal, on vient de terminer, je pense, à Marriott aussi qu'on est en train de faire. Donc, le Château Champlain, c'est ça. Ouais, c'est sûr que ce marché-là, il a complètement été écrasé. Centre des congrès, même chose. Donc, c'est des clients à nous. Centre des congrès, hôtellerie, centres commerciaux. On fait énormément de centres commerciaux. On a fait les plus gros au Québec, là, des gros centres, mais ça aussi, c'est des clients qui perdent des revenus. Donc, c'est sûr qu'ils n'investissent pas dans le futur pour l'instant. Là. Ils sont en train d'essayer de capitaliser sur comment sortir de la crise. Là. Et puis, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est tellement diversifié et dans des secteurs différents. Ben, c'est ce qui nous permet alors d'aujourd'hui de continuer d'opérer l'entreprise pratiquement normalement, là, malgré le fait que c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions financières dans les prochaines années. Il ne faut pas se leurrer. On est tous dans le même bateau là-dessus. Et tu disais que vous aviez commencé à développer les États-Unis et Miami. Oui. Euh, Ouais. J'imagine que ça a été un peu mis sur la glace, ou en tout cas, c'en est où? On fait des projets en ce moment à Miami. On a 2-3 petits projets à Miami et puis Fort Lauderdale. Donc, c'est des projets qui sont intéressants. On vient de perdre un gros appel d'offres. On avait déposé un gros projet d'appel d'offres. On ne les gagne pas tous. Hein. On a perdu un gros appel d'offres, mais on était vraiment dans un gros groupement. C'était un projet vraiment majeur de plusieurs centaines de millions. On était un joueur parmi l'équipe. Mais c'est pas grave, ça nous a permis de connaître aussi notre réseau. Nos partenaires sont créés à Miami. Il ne reste plus que l'aspect, je dirais, administratif et tout ça. Mais là, étant donné qu'on ne peut pas se déplacer aux États-Unis, il y a tout l'aspect avocat et tout ça. Je ne veux pas faire ça en ligne. J'ai beaucoup de choses que je veux faire en face à face. Là. Moi, l'aspect virtuel me dérange beaucoup. J'adore être en contact avec les gens. On règle beaucoup je dirais, l'émotionnel comme ça. Là. Des fois, sur une mésentente, on peut arrêter une entente en ligne juste par une mauvaise compréhension. Le feeling, on l'a pas. Malgré si on se voit en vidéo, on ne l'a pas le ressenti. Il n'y a plus tous les moments off, en fait, qu'il peut y avoir en dehors d'un meeting ou juste avant un meeting, etc., qui sont relativement importants. Peut-être la dernière question avant de passer aux questions. Oui, Les États-Unis, du coup, c'est venu quasi après après l'Europe, après l'Afrique. Enfin, tu développes les États-Unis. C'est pas une chaîne logique pour une entreprise québécoise ou canadienne. Pourquoi peut-être comme je vous disais, le marché canadien, on voulait le terminer, on voulait compléter notre expansion canadienne et on l'a fait. Donc ça a été quelque chose qu'on voulait aussi. On était à Toronto depuis 3 ans, mais avec une seule personne. On voulait vraiment renforcer notre équipe à Toronto. Donc on a fait une acquisition pour renforcer cette équipe et avoir vraiment, je dirais, un point local solide à l'heure d'aujourd'hui. Pour ce qui est des États-Unis, ouais, c'est une histoire de timing, c'est un choix personnel. J'avais décidé d'aller en Europe avant d'aller aux États-Unis parce que je connaissais mieux le marché aussi européen. Donc ça, c'est une chose qui était dans mon plan de match, mais que je voulais vraiment compléter avec brio. Et pour le marché vraiment américain, c'est un marché qui est très compliqué en ce moment, avec les lois, il y a eu beaucoup de changements au niveau du fiscal aux États-Unis. Là, on connaît le portrait, on va y aller. C'est juste une histoire de timing. Avec le COVID, ça nous a ralenti, mais bon, on va y aller. C'est un marché qui est très porteur. Mais même chose, il faut se trouver des partenaires locaux parce que sinon, surtout aux États-Unis en ce moment, c'est très buy American. Donc, on s'est trouvé un partenaire, on est en train de travailler là-dessus. Là. C'est notre prochaine étape. Là. et peut-être pourquoi Miami versus d'autres villes peut-être plus proches comme New York ou beaucoup plus exotiques peut-être comme San Francisco ou LA Étonnamment, la compétition de notre métier à Miami est pratiquement inexistante. Tous les Ok. gros centres sont à Chicago. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai toujours évalué. Là. Tous les gros centres sont à New York, sont à Chicago, sont à Boston, LA. Donc,
très peu de compétition à Miami pour notre métier. C'est une petite étude de marché qu'on a faite. Okay. Donc, une petite analyse avant pour vous dire Oh, okay, oui, ça nous donne un edge, c'est là qu'on va partir, et puis après, on pourra les compétitionner vers les gros en montant. Mais Exactement. Très intéressant. Très intéressant. Je vais prendre quelques questions, je vais regarder un petit peu. On me pose la question de quels sont les secteurs actifs en ce moment avec le Covid. Tu parlais de l'hôtellerie, du tourisme qui sont beaucoup moins, qui sont un peu down, là, grosso modo, mais quels sont les secteurs, au contraire, peut-être qui ont grossi ou peut-être qui continuent à fonctionner tout du moins? Et l'infrastructure. Tout ce qui est infrastructure partout dans le monde, c'est ça qui les gouvernements, je dirais, le seul moyen d'un gouvernement d'investir à l'heure d'aujourd'hui dans l'économie, c'est des infrastructures. Construire des bâtiments, très rarement, ils vont en faire un peu, mais c'est vraiment l'infrastructure. Des ponts, des parcs, des rues, des développements immobiliers, c'est vraiment le secteur qui est très fort en ce moment, qui est très fort, qui a toujours été fort, je dirais, depuis une dizaine d'années, mais qui va se renforcer, à mon avis, dans les prochaines années. Si les gouvernements veulent supporter cette industrie de construction, ça va être comme ça. Parfait. Parce qu'il faut supporter, il faut remplacer la charge que les privés vont laisser tomber. Là, il y a des privés qui vont laisser tomber des investissements, c'est clair. Si on parle de bureaux à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que tous nos constructeurs de bureaux ne construisent plus rien depuis 5-6 mois. On vient d'avoir un projet à Toronto qui s'appelle le One, qui va être la plus grande tour de Toronto, c'est 300 mètres, c'est une des très grandes tours, qui va être la plus grande tour après la CN. Ben, le One, c'est un des seuls promoteurs qui aujourd'hui a décidé d'aller de l'avant sur un projet aussi gros. On parle de projet en milliards pour construire une série de tours dans Toronto, en sachant que le marché de la location il va être très difficile. Ouais. Ok, intéressant. On me pose la question aussi, alors sans toi à l'aise de ne pas vouloir y répondre, mais du volume du marché de Casablanca versus l'investissement que tu avais fait en fait au début, ou peut-être quel volume d'investissement tu as dû mettre upfront un peu avant d'arriver Bon, je te dirais que, écoute, après 4 ans, on fait une rentabilité, en étant honnête, je dirais de 25-30% sur nos projets. Donc, okay. Mais il ne faut pas penser investissement, rentabilité dans la première année. Là. Ça, c'est deux mots qui se conjuguent. À moins de vendre des produits, mais en service, là, il faut mettre la table. On me demande si Ombrage soumissionne au marché français. Ben oui, puisqu'on en a rapidement parlé, vous avez décroché un contrat dans la ville de Roubaix. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets en cours Oui, on a plusieurs. On a à peu près une dizaine de projets en appel d'offres public en France. Notre premier projet d'appel d'offres public, ça a été la ville de Roubaix et on l'a remporté. On était très contents, on a travaillé très fort. On a impliqué aussi la délégation du Québec à Paris, l'ambassade du Canada. On a impliqué un paquet de joueurs, EDC, des gens qui nous aident à droite à gauche sur des ressources qu'on peut avoir. Ça, c'est important. C'est important d'avoir des bons partenaires aussi locaux. Ils connaissent le marché, ils peuvent nous donner un coup de main sur des relationnels, des choses comme ça. Donc là, oui, la ville de Roubaix, master plan, même chose que ce qu'on fait à Casablanca en plus petit. C'est une plus petite ville, bien sûr, mais pour nous, c'était notre premier appel d'offres avec Ombrage France, puis on l'a remporté. Ça, c'est un bon coup de semence, comme on dit dans le marché. C'est ça. On ne s'est pas fait que des amis. C'est toujours encourageant de gagner son premier appel. C'est ça. Ouais, là, on vient de se rendre compte que, c'est ça. Il y a des compétiteurs qui se sont rendus compte que Ombrage était là pour de bon. Et est-ce que vous faites uniquement la France et vous concentrez sur la France, ou vous répondez aussi à des appels d'offres à travers l'Europe? Parce qu'on entend souvent les entreprises dire je vais aller en Europe, pas trop d'avoir de géographie précise. Pour l'instant, on est concentré en France. Il y a une histoire de langue aussi en Europe qu'il ne faut pas négliger. Là. Ça, c'est très important, je dirais, à part l'Espagne, l'Allemagne, qui peuvent travailler, je dirais, en anglais. Les autres pays, c'est difficile. Donc, il faut vraiment maîtriser la langue, moi, je pense. C'est un impératif, là, surtout dans les appels d'offres publics. Il faut vraiment très bien maîtriser la langue. Donc, on peut le faire en espagnol, en anglais, en français, en arabe. Donc, ça, c'est une force que l'on a. Mais la semaine dernière, on a répondu à un appel d'offres en Nouvelle-Calédonie, donc une ex-colonie française qui est encore dans le giron de la France. Donc, c'est le même principe. Donc, on l'a fait. Je ne sais pas si on va la gagner. C'est un projet intéressant, un stade de foot. Et puis, on a travaillé à Madagascar aussi. On a fait un projet à Madagascar. Malheureusement, il ne s'est pas réalisé pour des raisons politiques, l'instabilité politique là, et financière dans le pays. Mais donc, c'est ça, c'est intéressant de voir que… Continuez à répondre à des opportunités à travers le monde de toute façon pour essayer éventuellement, si vous reportez une opportunité, de consolider autour.
Exactement, ça dépend du marché, comme je dirais. Il faut être un peu opportuniste aussi dans ce genre de marché. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui s'arrive à, à vous aussi, parce que c'est souvent ça. Il y a des gens qui veulent nous avoir sur des projets, mais n'ont pas forcément, je dirais, la volonté financière de le faire. Là. Donc, c'est ça. Est-ce que dans votre roadmap, un petit peu, est-ce que le Moyen-Orient en fait partie? Parce que quand on parle d'éclairage ou Non, d'infrastructure, c'est sûr que c'est des gens… pas du tout, parce que c'est un marché qui est couvert par l'Angleterre. Là, je suis pas en train, depuis 2 jours, je suis en train de travailler avec une entreprise en Angleterre pour essayer de faire quelque chose. Là. Mais ça va venir par l'Angleterre. Le marché de Middle East est couvert par les Anglais depuis la colonie. Là, ils sont très forts, très implantés. Quelques entreprises européennes y sont, mais c'est un marché qui est très complexe. Il faut vraiment y aller avec des Anglais. C'est culturel. Donc, ce sera d'abord le Royaume-Uni avant… Oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Intéressant. Mais c'est de l'intelligence d'affaires que tu as réussi à avoir. Et puis, c'est intéressant parce que justement, vous serez peut-être allé au Moyen-Orient, puis vous auriez dit… Oh, non, ça, c'est comme l'Asie. Hein. On a fait un appel d'offres il y a 1 an avant le Covid en Chine. Et ça a été très compliqué parce que l'histoire de la barrière de la langue, même si on parle anglais, des fois, on ne se comprend pas. Puis c'est beaucoup d'énergie, c'est loin. Puis on n'est pas beaucoup, on est 20. Hein. Donc, c'est toujours l'analyse de l'énergie qu'on va mettre sur un dossier avec est-ce qu'on va le gagner. Je ne passerai pas 3 mois de travail sur un projet si je n'ai pas de chance de le gagner. Moi, c'est clair que je ne réponds pas sur un appel d'offres où je n'ai pas de chance de gagner. Moi, je réponds sur ceux où je vais gagner. Donc, c'est sûr qu'il y a des déceptions, mais on a quand même un très bon target de réussite là, sur l'appel d'offres au Canada et à l'international. Peut-être une rapide question là que je vois. Combien de personnes sont dédiées au développement d'affaires versus livrer les projets, ou est-ce que c'est les mêmes personnes peut-être? Non, ce n'est pas les mêmes, pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui est important dans l'exportation, c'est d'avoir son équipe. Nous, on a vraiment une équipe de vente, de stratégie d'affaires en interne. Il y a moi, il y a Joël, Khadija et Laetitia à Paris. On est 4. Ouais. Okay. Ça représente peut-être quand même 20% de votre équipe. Ouais. C'est quand même Ouais. une bonne moyenne. C'est un investissement qui est très rentable tant qu'à moi, mais c'est ça. Il faut quelque chose qui est important de dire, c'est que moi, je me concentre à 80% à ça, à ce développement. Donc, j'ai mis de côté un peu mon aspect créatif. De temps en temps, je m'implique encore dans des projets, des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à… C'est un choix. C'est un choix de carrière. C'est un choix de vie. Le temps file. Écoute, j'ai 2 dernières questions. Une qui est posée par le public. On me demande l'évolution du Lightning Design un petit peu au Québec versus la France versus le Canada versus le Maroc. Un petit peu, c'est quoi les grandes tendances et d'où viennent peut-être les nouvelles tendances un petit peu de façon générale? Je dirais les 2 points chauds du Lighting Design sont l'Angleterre et la France. Les meilleures entreprises sont là. Ils ont démarré là. Et puis, ont été exportés un peu partout dans le monde. Ça a été vraiment commencé en Europe. Donc, les tendances sont progressives. Hein, de plus en plus, c'est un métier où on est appelé à approcher sur tous les projets. Là, donc, parfait, merci beaucoup. Et puis, il va me rester une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que représente l'international pour toi et pour Ombrage? Donc, toi, personnellement, pas forcément en tant que chef d'entreprise, mais ouais. et Ombrage en tant que… Moi, pour l'entreprise, c'est ma diversification de marché. Ça, c'est clair. C'est d'être dans plusieurs endroits différents où l'économie, même à l'heure d'aujourd'hui où le Covid est partout, on a un marché qui est différent dans chaque secteur. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir survivre là, dans le long terme avec ça. S'il y a un marché qui s'écrase quelque part, on va pouvoir le supporter par une autre équipe qui est basée un peu partout. Donc, ça, c'est le truc. Et puis, pour moi, c'est un développement personnel que j'aime. C'est le mélange des cultures et puis de savoir, du partage de connaissances là, avec des gens. C'est pas mal ça, mon goal dans la vie. Donc, parfait. Écoute, merci beaucoup, Mehdi. Je pense que ça a été une conversation très enrichissante et très intéressante. Il va me rester à te remercier, Mehdi. Et puis, bon courage pour la suite. En tout cas, il y a plein de beaux projets qui s'amènent. Bonne réussite en France, en tout cas. Merci. Notamment. Puis, on souhaite que ça continue. Il va me remercier, va me rester à conclure un petit peu le Café Export. Simplement vous rappeler que l'ensemble de notre conversation est disponible sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ainsi que sur notre site web si jamais vous voulez y accéder. Dernièrement, je vais remercier UDC bien évidemment de commanditer le café, Développement économique Canada et le MEI, ministère de l'économie et de l'innovation, de supporter ce café. Et écoutez, il me reste à vous dire à dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va parler FinTech avec Mocha, anciennement Milo.
et leur développement en France, notamment. Et ce sera, petite aparté, en anglais dans l'interview, puisque leur dirigeant est anglais, tout simplement. Merci à tous et bonne fin de journée, bonne fin de jeudi. Au revoir.